Aujourd'hui, je vais parler de Danse ta vie, un film de danse qui est sorti en 2000. Il me semble que c'est un film indépendant. Et ce film a des allures de film au public très ciblé, alors qu'en réalité, c'est un film qui est hyper important, à mon avis, dans le développement personnel. Parce que ce film amène un message super important qui est que dans la vie, il est nécessaire de devenir maître de ses désirs pour trouver le bonheur et se faire plaisir, etc. Voilà. Et ne plus être prisonnier de toutes les influences qui vont aller parasiter notre vie. Donc voilà, donc c'est un concept super important de devenir maître de nos désirs. Et le film développe ce thème du début à la fin, et j'ai jamais vu un autre film qui développe ça comme celui-là le fait. Donc dans l'idée on pourrait se dire c'est un film de danse, donc c'est fait pour les jeunes filles, c'est un teen movie machin, et en réalité c'est un film que tout le monde devrait voir, tellement que le message est important et que j'ai jamais vu ça ailleurs. Et personnellement, j'aurais probablement jamais réfléchi, ou pas aussi vite en tout cas, sur le fait de l'importance de devenir maître de nos désirs si j'avais pas vu ce film. Donc je vais vite faire les points positifs et les points négatifs, et ensuite je passerai au spoiler. Même si tout ce que je vais dire dans la critique ne vous donne pas envie de le voir, regardez-le quand même parce que c'est un film qui est important. Donc le premier point positif, c'est que pour un bon film de danse, ce qu'il faut, c'est des bonnes danses qui sont bien dansées sur de la bonne musique. Et là, c'est exactement ce qu'on a. Il y a beaucoup d'acteurs dans le film qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont des vrais danseurs, qui sont de vrais danseurs dans la vraie vie. Dans le film, comme actrice, on retrouve Zoé Saldana, qui est la Neytiri de Avatar, qui joue Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. Et franchement, ce film-là, c'est son meilleur rôle. Je parle pas des Gardiens de la Galaxie, je parle de Danse ta vie. Je l'ai jamais vu aussi bien que dans ce film, et franchement, quand je vois Les Gardiens de la Galaxie, ça me fait de la peine de la voir jouer ce qu'elle joue, parce qu'elle joue comme dans Tarzan, un contre-stéréotype en réalité. Mais c'est un personnage qui est vide, donc ça me saoule. Et dans Neytiri, on la voit jamais vu qu'elle est numérisée, donc c'est dommage. Donc les acteurs jouent bien sans faire de l'hyper-performance, mais ils sont tous justes. Et en plus, si vous avez une petite culture ciné, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a plein d'acteurs dans ce film qu'on retrouve dans des gros blockbusters connus. Par exemple, je l'ai dit, Zoé Saldana a joué dans Avatar, a joué dans Les Gardiens de la Galaxie. À côté de ça, on a l'actrice qui joue Maureen qui a joué dans 10 bonnes raisons d'être larguée, qui est un de mes teen movies préférés. On a l'actrice qui joue Juliette Simons, la prof de danse dans le film, qui joue la femme d'Otto Octavius dans Spider-Man 2. On a le directeur de l'académie de danse qui joue l'amant de la femme de Kevin Spacey dans American Beauty. Et on a un acteur qui fait partie du projet KO dans Fight Club, qui joue ici un personnage qui s'appelle Jim Gordon. Donc les acteurs jouent bien, ils dansent bien, et surtout ils dansent sur de la bonne musique. C'est-à-dire que c'est un film sur une académie de danse classique. Et oui, on a du classique, on a des scènes classiques qui sont très belles d'ailleurs, mais on a des moments qui sont aussi beaucoup plus groovy. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas au classique, on a beaucoup de styles de danse, ça va du classique, ça passe par la salsa. Ensuite, on a des danses hybrides entre le classique, le jazz et un peu de street dance, un peu. Juste 2-3 mouvements, mais bon, c'est présent quoi. Donc ça se catalogue pas que dans le classique quoi. Et à un moment dans le film, on a même un duel entre deux personnages de danse classique où chacun fait des sauts de plus en plus balèzes jusqu'à ce qu'il y ait un des deux qui doivent s'écraser parce qu'il peut plus faire mieux que l'autre. Donc ça reprend l'idée de la battle de street dance et ça l'applique au classique, et je trouve que ça fonctionne vachement bien quoi. Ensuite, au niveau de la réal sert vraiment le film. C'est-à-dire qu'on a des films qui sont tout pourraves comme les Sexy Dance par exemple, qui sont mal filmés tellement que les acteurs savent pas danser dans Sexy Dance. Le réal est obligé de tout le temps bouger sa caméra, de faire des cuts toutes les secondes, etc. pour pas qu'on voit que les acteurs savent pas danser. Et en plus, c'est mal chorégraphié dans Sexy Dance. Donc ça a vraiment aucun intérêt. Donc si vous regardez des films comme Sexy Dance, etc., regardez plutôt Danse ta vie. Au niveau de la qualité, c'est vachement mieux. Au niveau du message, c'est vachement mieux. Les danses sont chorégraphiées, c'est de la bonne musique. Les Sexy Dance, dans 10 ans, ils seront passés de mode parce que la musique sera plus à la mode. Là, dans ce film-là, on tourne sur du Tchaïkovski, par exemple, pour le classique. Mais on a aussi du Michael Jackson, qui est indémodable. On a du Jamiroquai, on a du Red Hot Chili Peppers. Tout ça, c'est indémodable. Dans 20 ans, 30 ans, on trouvera toujours que ces musiques sont bien, quoi. Donc voilà, c'est pas un teen movie à 2 balles avec une fille qui tombe amoureuse d'un garçon et puis elle ose pas lui dire, et puis ils dansent ensemble, oh là 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 là, et puis au bout d'un moment ils se mettent ensemble, et puis fin du film, super, et puis là on fait le final, et puis on envoie le générique. C'est vachement plus intelligent que ça, et la réal sert le film. La caméra bouge pas dans tous les sens. Quand les acteurs font des beaux mouvements, etc., la caméra elle est posée et elle filme l'ensemble du truc. Elle n'a pas besoin de faire des gros plans pour camoufler le fait que les acteurs savent pas danser. Et la réal aussi, il pourrait se focaliser juste sur l'histoire, sur les personnages, etc. Mais le réal filme aussi le monde qu'il y a autour. On a conscience que c'est un microcosme en réalité, ce monde de la danse. C'est pas par exemple comme dans X-Men Apocalypse, où Bryan Singer pendant plusieurs films a fait exister le monde des mutants dans un monde plus grand, où on sentait la menace de ce monde sur les mutants, etc., la discrimination, etc., etc. Et puis là, dans X-Men Apocalypse, il se concentre juste sur les mutants. On a l'impression qu'X-Men Apocalypse c'est un film très confidentiel, alors que c'est un film où dedans il y a des enjeux mondiaux et l'enjeu c'est la destruction de l'humanité.
Et pourtant on a l'impression que c'est un film très confidentiel parce que Singer dans son dernier X-Men, il ne fait pas exister le monde qui entoure les X-Men. Et là dans le film il ne fait pas du tout, on a vraiment le sentiment que ce monde de la danse c'est un microcosme dans un monde beaucoup plus vaste où les gens s'en foutent un peu de la danse quoi. Ensuite le film est constellé d'humour et c'est pas de l'humour très appuyé, c'est à dire qu'il y a plein de trucs, vous n'allez pas le voir la première fois que vous allez voir le film et puis la deuxième fois, une fois que vous connaissez les personnages, il y a des trucs qui vont faire sourire, qui vont faire rigoler. Je reviendrai un petit peu dessus dans les spoilers, je vais pas les dire là sinon je vais gâcher les blagues. Donc voilà, donc ça c'était pour les bons points. Pour les mauvais points, franchement dans le film j'en vois pas des mauvais points. J'ai que deux mauvais points en fait, qui sont pas réellement des mauvais points liés au film. C'est que le film n'est sorti qu'en DVD pour l'instant, il n'y a pas eu de Blu-ray, ce qui fait que sur des numéros de danse, on aimerait avoir une belle image, et le problème c'est que le DVD ça n'a pas une aussi bonne image que le Blu-ray. Ça fait que des fois la mauvaise image peut gâcher un petit peu le film, surtout que le film a été fait en 99, donc ça c'est dommage. J'aurais voulu l'acheter en Blu-ray, il n'est pas sorti en Blu-ray donc tant pis. Donc ça c'est le premier mauvais point. Et le deuxième mauvais point c'est le fait que ce soit un film sur la danse classique, que ça s'appelle Danse ta vie et que ça fasse très film ciblé pour les filles de 16 ans quoi. Ce qui fait que il y a pas mal de gens qui ne verront pas le film, comme je le disais au début de la vidéo, parce que ça fait très ciblé et du coup voilà. Du coup le film est génial et hyper important. Mais le film n'a pas un super potentiel commercial dans le sens où je pense pas que beaucoup de gens aillent vers ce film naturellement comme ça avec beaucoup d'envie comme on irait vers les derniers blockbusters, les Tarzan qui sont nuls, les X-Men Apocalypse qui sont moyens, etc. Donc c'est dommage et pourtant j'ai été étonné il y a quelques années, il y a Allociné dans ses top 5 qui a fait un top 5, le top 5 des films dont on a honte de dire qu'on a aimé. Et les 4 autres films il me semble que c'est des films assez connus. Et Danse ta vie, c'était un film qui me semblait ne pas du tout être connu, et pourtant il était dans le top 5, donc ça m'a fait plaisir. Donc en conclusion, regardez le film est super important pour le message. Ensuite c'est un film qui fonctionne comme un divertissement, c'est-à-dire que si vous le regardez juste comme un divertissement, il va vous divertir. C'est vachement bien fait, le film dure 2 heures, donc il a le temps de développer ce qu'il veut développer. C'est un film qui est hyper riche aussi, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues, il y a des histoires, des sous-histoires, etc. Donc c'est vachement bien fait, le film est marrant, le film est beau à regarder, pas au niveau de la qualité d'image, mais au niveau des danses, etc. Tout ça c'est beau, il est bien à écouter. Vraiment c'est un bon film et qui est super intéressant et hyper important au niveau philosophique. Donc je vous conseille vraiment de le regarder. Donc maintenant je vais passer aux spoilers. Donc voilà, donc pour ceux qui ne regardent pas les spoilers, à plus, et pour les autres, à dans 5 secondes. Alors pour les spoilers, je vais revenir sur l'histoire de Cooper Nilsson. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on peut voir comme, parce qu'il n'est pas forcément cool avec Jodie pendant le film, il l'amène chez lui, il couche avec, et puis après il veut la dégager alors on a l'impression qu'elle est amoureuse, même si je pense qu'elle n'est pas amoureuse et qu'elle croit l'être. Et je l'expliquerai tout à l'heure ça. Donc, on pourrait le voir comme un antagoniste dans le film, mais en réalité Cooper Nilsson il a sa propre histoire tout le long du film, c'est-à-dire qu'il a ses propres intérêts, par exemple comme dans Pirates des Caraïbes, dans le 2 et dans le 3, où Orlando Bloom traverse le film et lui il a son intérêt propre, c'est libérer son père. Voilà, lui il a son intérêt propre, Cooper Nilsson, c'est se venger d'avoir été trompé. Et c'est un truc, on peut ne pas y faire gaffe en voyant le film parce que c'est pas un personnage principal, Cooper Nilsson. Donc l'histoire de Cooper Nilsson, vite fait, il faisait partie de l'académie de danse de Jonathan, il sortait avec une danseuse et la danseuse l'a trompé avec Jonathan, qui est le directeur de l'académie. Du coup il est parti à Londres et puis là il revient. Donc ça c'est le début du film. À partir de là, son but c'est de se venger. Et si on se concentre que sur lui, le film c'est un film de vengeance. C'est-à-dire que on voit qu'il est mal parce que comme on dit dans le film, il couche avec tout ce qui a un tutu, comme ils disent, pour oublier sa copine qu'il a quittée pour partir avec Jonathan, etc. Donc on comprend qu'il est mal. Et parce qu'il se sent mal, il va tout faire pour se venger de Jonathan. C'est-à-dire, par exemple, quand il danse Roméo et Juliette avec son ex-femme, et ben quand il l'embrasse à la fin, il fait durer le baiser, il fait durer le baiser, il fait durer le baiser, alors qu'il y a Jonathan qui est dans la salle à regarder le truc, et il fait durer le baiser, il fait durer, il fait durer, il fait durer, et c'est son ex-femme qui est obligée de lui mettre la main sur la bouche et de le dégager un petit peu pour dire c'est bon, on arrête maintenant, c'est fini. Donc là, c'est un gros doigt d'honneur qu'il fait à Jonathan, donc ça me fait rigoler ça. Ensuite, un autre moment du film, il est tout seul avec lui dans la salle, Jonathan va pour sortir de la salle, il ouvre la porte, il y a plein de monde dans le couloir, et c'est ce moment-là que choisit Cooper pour dire « tu te sens menacé par moi ». Et du coup, tout le monde entend dans le couloir, et donc Jonathan est obligé de refermer la porte, et puis il revient, et puis il se parle, etc. Là encore une fois, il le troll, parce qu'il aurait pu engager la conversation en disant « tu te sens menacé par moi », 3 secondes avant qu'il ouvre la porte. Non, il attend qu'il ouvre la porte, et une fois que la porte est ouverte et tout le monde peut entendre, il dit « tu te sens menacé par moi ». Donc là, on voit qu'il est dans sa logique de vengeance. Ensuite, il y a Jonathan qui va voir Cooper Nilsson en disant « il y a une femme qui a hérité de 200 millions de dollars, et elle est fan de toi, donc essaye d'être bien avec elle, comme ça, elle investira dans notre compagnie. » Cooper, il sent l'opportunité, et il s'acoquine avec elle, fait sa coquine entre guillemets, il fait
ami-ami avec elle, et au lieu de la convaincre d'investir de l'argent dans la compagnie, il lui dit « Au fait madame, je vais créer ma compagnie, est-ce que ça vous dirait pas d'investir dans ma compagnie à moi ?» Autrement dit, encore une fois, il a fait un gros doigt d'honneur à Jonathan, en faisant semblant qu'il marchait avec Jonathan, sauf qu'en sous-marin, en réalité, il convainc la femme d'investir dans la compagnie qu'il va bientôt créer plutôt que chez Jonathan. Donc là aussi, il le troll, Jonathan. Quand il parle à Jonathan, il fait en sorte de pouvoir chorégraphier un spectacle. C'est justement ça la phrase « tu te sens menacé par moi », c'est « tu te sens menacé par moi, c'est pour ça que tu veux pas que je chorégraphie un spectacle à la fin de l'année. Parce que tu sais très bien que si je le faisais, mon spectacle enterrait le tien. » Au final, Jonathan laisse Cooper faire son spectacle, et le spectacle que Cooper décide d'organiser, il fait pas un spectacle lambda où il va raconter n'importe quoi. L'histoire du spectacle, c'est un danseur qui est une superstar, qui séduit une danseuse, et ensuite un directeur d'académie, et le directeur d'académie va piquer cette danseuse au danseur superstar. Et les deux vont se disputer. Voilà, ce qui est l'histoire de Jonathan et de Cooper. Donc il adapte leur histoire à eux sur scène, avec deux choses qui sont importantes. La première, c'est que il change la fin. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, la danseuse ne part pas avec le directeur d'académie, mais ce qu'elle fait à la place, c'est qu'elle dégage les deux. Donc finalement, le directeur ne finit pas avec la danseuse. Cooper ne finit pas non plus avec la danseuse. N'empêche que le message paraît être adressé à la danseuse en disant en gros, tu t'es mis avec moi parce que j'étais une superstar, tu te mets avec lui parce que c'est le directeur d'académie, maintenant deviens maîtresse de tes désirs, dégage les mecs dont t'as pas envie, et fais ce que t'as envie, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas, parce que la danseuse dans le film ne paraît pas avoir beaucoup d'intérêt, quoi. Elle fait assez puante et elle paraît assez vide. Elle fait très dédaigneuse, elle a aucune conversation, elle fait vraiment antipathique, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle était avec Cooper parce qu'il était super connu et avec Jonathan parce qu'il était directeur, et que du coup le prestige de l'un puis le confort de l'autre les décidait à être avec l'un puis avec l'autre. Donc c'est comme ça que j'interprète la modification sur la fin du spectacle qui représente leur histoire. Et le deuxième truc, c'est que dans le spectacle, Cooper met une scène symbolique de sexe, couche pas sur scène évidemment, mais ils sont en sous-vêtements les deux, etc. Et ils dansent sur un lit. Et il le met en scène devant tout le monde, devant Jonathan et sa femme. Autrement dit, c'est comme s'il faisait un gros doigt d'honneur à Jonathan en disant tiens regarde, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai couché avec ta femme, tu vois. Donc voilà. Et à la fin, la vengeance de Cooper est arrivée à son terme parce que il a réussi à les mettre mal à l'aise devant tout le monde. Parce qu'à la fin, tout le monde se lève et fait une ovation pour le spectacle de Cooper. Et eux, les deux, ils ont compris que c'est deux qu'on parlait, donc ils sont obligés de se lever. Alors ils se lèvent, mais ils n'ont pas envie, ils applaudissent doucement. Donc il a réussi à se venger d'eux et il a réussi à fonder sa propre académie en faisant en sorte que la millionnaire investisse dans sa compagnie plutôt que dans celle de Jonathan. Donc au final, il a eu gagné. Et comme il le dit, est-ce que tu veux? Je crois que celui qui a eu la fille cette fois, c'est moi. Donc il a gagné. Et un truc aussi que j'ai oublié, c'est quand ils sont en répète, il y a Jonathan qui vient voir Cooper et qui lui dit c'est quoi ce bordel, on avait dit qu'on contactait pas la presse pour le spectacle. Et il y a Cooper qui dit j'ai contacté personne. Et il y a Jonathan qui lui répond tous les appels qu'on a reçus, ils concernaient ton spectacle. Me fais pas croire que t'as pas contacté la presse, etc. S'il y a de la curiosité, c'est bien, mais à part ça... Bon, arrête tes conneries. Encore une fois. Donc là, il prend Jonathan super de haut et il est de super mauvaise foi parce que évidemment que c'est lui qui a contacté la presse pour faire de l'ombre au spectacle de Jonathan, pour faire en sorte justement que son spectacle marche beaucoup mieux que celui de Jonathan. Et là, encore une fois, c'est un gros doigt d'honneur qu'il lui fait à Jonathan. Donc voilà, donc ça c'est pour l'axe de Cooper qui est carrément un film de vengeance. Maintenant, je vais passer au fait d'être maître de ses désirs. La première, c'est Jodie, donc le personnage principal. Jodie, elle est prise à l'académie, pas parce que c'est spécialement super bien dansé, pas parce que c'est une excellente technicienne, mais parce que elle dégageait quelque chose au moment de l'audition. Dès le premier cours où elle arrive, on se rend compte qu'elle n'a pas sa place et il y a les profs qui lui font clairement comprendre qu'elle n'a pas le niveau, quoi. Regardez où vous allez, jeune fille. Nous ne sommes pas assurés contre les collisions. Qui a laissé cette nullité entrer ici? Donc elle n'a pas le niveau pour cette académie. La danse sur laquelle elle dansait à l'audition, c'était pas spécialement du classique pur et dur. Et quand elle dansait cette autre danse qui n'était pas du classique, elle s'amusait. Quand elle sort danser en boîte de la salsa, elle s'amuse. Quand elle prend un cours de danse qui n'est pas du classique, elle s'amuse. Et quand elle danse du classique, elle s'amuse pas. Donc la question c'est pourquoi elle allait dans cette académie si elle s'amuse pas quand elle danse du classique. Elle a passé l'audition et quand Jonathan dit lesquels d'entre vous étaient les meilleurs dans le dernier cours de danse qu'ils ont fréquenté, Jodie elle lève la main. Donc c'était la meilleure. En tant que meilleure, tu te dois d'essayer d'aller plus loin. Du coup elle tente l'audition. Elle est prise, à côté de ça il y a tout le prestige qui va avec, donc elle y va, mais le truc ça la rend pas heureuse. Donc en gros, elle aime pas spécialement le classique, par contre elle adore toutes les autres danses qui sont beaucoup plus groovy. Mais malgré ça elle est dans une académie de danse classique, donc à ce moment là elle n'est pas maîtresse de ses désirs. À côté de ça, le premier mec avec qui elle est dans le film, c'est Cooper Nilsson. Entre eux dans le film il n'y a absolument rien, c'est à dire que les seuls moments où Cooper s'adresse à Jodie,
c'est pour faire le séducteur, etc. Mais l'échange est vide. Le seul truc qui fait que Jodie peut être intéressée par Cooper, c'est le fait que c'est un excellent danseur et qu'il soit très connu, donc qu'il ait ce prestige-là. Ça veut pas dire que Jodie est une mauvaise personne, qui est calculatrice, etc. C'est juste que, comme je le disais dans ma critique de 50 degrés, il y a plein de choses qui vont aller gonfler le sentiment amoureux, mais de manière totalement artificielle, comme le prestige, l'argent, le confort de vie, la vie sociale, etc. de la personne dont on croit être amoureux. Donc ces choses-là parasitent les désirs de Jodie, et au final, elle sait rien de lui, il n'y a rien de spécial entre eux, et pourtant, elle va aller le suivre et coucher avec. À côté de ça, il y a le personnage de Charlie, où là, par contre, il se passe des choses entre eux. On voit que Charlie est bienveillant à son égard, là où Cooper n'est pas forcément bienveillant envers Jodie. Donc le choix idéal pour Jodie, ce serait Charlie. Le problème, c'est que Cooper se manifeste avant, qu'il est plus connu, et qu'elle se sent beaucoup plus exister à travers les yeux de Cooper, parce qu'il essaie de la séduire. Autrement dit, il la congratule sur ce qu'elle est. Quand on tente de séduire quelqu'un, c'est on lui fait un compliment, en gros, en disant je te trouve vachement bien. Donc elle se sent plus exister à travers les yeux de Cooper qu'il tente de la séduire, plutôt que à travers les yeux de Charlie qui ne tente pas spécialement de la séduire, quoi. Donc tout ça fait qu'elle est avec Cooper au début, alors que le choix évident pour elle, c'est Charlie. Et le mec qui lui correspond le plus, c'est Charlie. Et pourtant, elle va avec Cooper. Donc là, on voit bien que Jodie n'est pas maîtresse de ses désirs à ce moment-là. Elle est parasitée par des choses qui n'ont rien à voir avec ses désirs profonds. Le prestige, le fait de se sentir exister à travers les yeux de quelqu'un, etc. Et à la fin, elle devient maîtresse de ses désirs lorsqu'elle refuse, ne serait-ce que d'entendre la réponse de Jonathan quand il va lui annoncer si elle est prise ou pas l'année suivante dans l'académie, quand elle dit non, ne me dites rien, je veux pas savoir si je suis prise ou pas, si vous me prenez j'aurai probablement pas la force de refuser, et ce que je veux moi c'est pas continuer là-dedans, c'est faire autre chose. Et donc là elle leur annonce qu'elle est prise chez Cooper Nielsen qui vient de fonder sa compagnie, où elle va danser des danses qu'elle aime. Donc ce sera sûrement beaucoup moins prestigieux parce que la danse classique est beaucoup plus prestigieuse que le jazz ou la danse de rue ou n'importe quel autre style de danse, parce que la danse classique demande beaucoup plus de technicité que les autres danses. Et puis c'est beaucoup plus vieux. Donc à ce moment-là, elle dit non au prestige, et elle dit non au fait de se sentir exister dans les yeux de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si Jonathan lui dit tu es prise dans mon académie, Jonathan lui offre sa considération. Mais Jodie, elle s'en fiche de sa considération. Elle, à la fin, ce qu'elle veut, c'est son plaisir à elle. Donc elle refuse ça, elle devient maîtresse de ses désirs, elle sort, Cooper essaie de l'embrasser. Elle lui dit vraiment je t'admire en tant que chorégraphe et danseur, t'es vraiment génial, par contre en tant que petite amie tu crains, elle lui dit. Et finalement elle va avec Charlie, donc là elle devient complètement maîtresse de ses désirs et elle arrête de se faire parasiter par des trucs qui vont contre ses intérêts à elle, comme je l'ai dit, le prestige, le fait de se sentir exister dans les yeux de quelqu'un d'autre, etc., etc. Ensuite le deuxième personnage qui devient maître de ses désirs c'est Eva. Ça paraît assez évident qu'elle adore la danse classique, parce que quand ils assistent les élèves au spectacle de Roméo et Juliette avec Cooper Nielsen et son ex-femme, c'est la seule à pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, réellement. Et c'est contrasté avec le fait que juste après le spectacle, elles doivent aller vendre des vieilles ballerines qui ont appartenu à des danseuses célèbres pour les vendre et récolter de l'argent, etc. Et elle, à ce moment-là, elle dit... J'arrive pas à croire qu'il y ait des gens assez bêtes pour acheter ces merdes. Il y a Jodie qui lui dit ouais mais elles ont appartenu à Kathleen Denayou. Et Eva lui répond c'est juste des vieilles paires de pointes qui puent. Autrement dit, Eva elle aime réellement la danse classique, pas ce qu'il y aurait autour, c'est-à-dire le fait d'idolâtrer des danseuses, etc. C'est quelque chose qui lui est très personnel. Elle aime la danse, elle vit la danse, et la danse classique ça la touche et elle aime en faire. Après tout ce qui est autour, elle s'en fout un petit peu. Eva elle est hyper indisciplinée et tout le film durant, ça bousille ses chances de carrière. Les profs sont pas forcément prêts à la prendre l'année suivante. Et aux 3/4 du film, la sanction tombe quand elle apprend qu'elle ne sera pas dans aucun des spectacles de fin d'année. Autrement dit, elle sera en remplaçante et que les recruteurs qui sont dans la salle ne vont pas la voir danser et du coup, elle trouvera de place nulle part ailleurs. Autrement dit, son indiscipline a fait en sorte qu'elle se suicide professionnellement. Et au moment où elle apprend qu'elle n'est pas prise, on voit que ça la touche réellement et du coup, il y a Eric qui la console. Et là, à ce moment-là, elle capte qu'elle n'a pas été maîtresse de ses désirs depuis le début. C'est-à-dire que si elle avait identifié ses désirs, c'est-à-dire que ce qu'elle aime plus que tout, c'est danser, c'est la danse classique, et qu'elle a la chance d'être dans une académie de danse classique, et si elle avait identifié ce plaisir profond, elle se serait retenue de faire plein de commentaires, de répondre aux profs. Mademoiselle, Eva Rodriguez. ravi que vous nous ayez gardé un créneau dans votre agenda. Ah, ça baigne. Il y a une tenue réglementaire ici. On porte une tunique noire et des collants roses. Très classe. Tu sens la différence? Je sens que c'est toujours aussi chiant pour moi. Elle vous a entendu, bordel! Et donc elle aurait fait passer ses désirs en priorité, ses désirs profonds, plutôt que le fait qu'elle soit un peu irritée quand on lui fait un commentaire, etc., etc. Donc elle comprend ça et on voit dans le générique final qu'elle est encore à l'académie de danse et que là elle est totalement disciplinée et qu'elle est rentrée dans le rang. On le voit, elle fait exactement la même chose que les autres. Donc elle est devenue maîtresse de ses désirs et c'est super bien. Ensuite, le troisième personnage qui devient maître de ses désirs
Et là c'est vraiment évident, c'est Maureen. C'est-à-dire que Maureen elle est à l'académie de danse depuis qu'elle a 9 ans. Sa mère voulait être danseuse, elle n'a pas pu parce qu'elle n'avait pas le niveau, elle a mis sa fille à la danse et elle la pousse à se concentrer sur sa carrière de danseuse. Et c'est tout. Maureen a avec sa mère une relation qui est très toxique, dans le sens où sa mère lui fait passer de mauvaises valeurs, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à se moquer d'une copine de Maureen, qui est Emily, parce qu'elle a pris un peu de poids. Elle dit à sa fille qu'elle aurait pu mieux mentir au prof, plutôt que de lui dire t'aurais dû lui dire la vérité à ton prof. Et donc elle lui met la pression, elle pousse pas sa fille à avoir une vie sociale, au contraire elle se moque de ses copines. Donc voilà, donc tout ça c'est des valeurs qui sont assez négatives. Et du coup, Maureen grandit avec ses valeurs négatives autour d'elle, du coup personne ne l'aime, et elle devient assez isolée. Jusqu'à ce qu'il y ait Jim Gordon qui arrive, et lui fasse voir du pays un petit peu. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, elle va jouer au bowling, pour la première fois de sa vie, elle va être dans un groupe d'amis où les gens rigolent entre eux, etc. Et elle découvre des choses qu'elle aime réellement, contrairement à la danse qui ne lui apporte que du prestige, comme elle le dit à la fin. Maureen a une vie qui est vide, et le seul avantage qu'elle tire de la danse classique, c'est le prestige, c'est-à-dire la satisfaction. C'est-à-dire que c'est pas du plaisir au moment où elle le fait, elle ne prend pas plaisir à danser, elle peut prendre plaisir au fait qu'on la congratule après en lui disant t'as été super, etc. et de se sentir au-dessus des autres dans un domaine. Mais c'est tout. Et la satisfaction, c'est du plaisir qui est très éphémère et qui est toxique et qui rend aigri. Donc c'est vraiment pas à privilégier. Ce qui est à privilégier, c'est le plaisir brut, c'est-à-dire la passion. Mais le prestige, c'est assez difficile de s'en défaire et on voit qu'elle a du mal. C'est-à-dire à un moment, elle se fait vomir pour garder la ligne, etc. Il y a Jim Gordon qui le voit et lui, il veut qu'elle arrête de se faire vomir. Contrairement à sa mère, quand elle lui dit je vomis la moitié de ce que je mange, sa mère lui dit oui, tu surveilles ton poids, c'est tout à fait normal ça. Donc sa mère se désintéresse du bien-être de sa fille, là où Jim Gordon au contraire se soucie de son bien-être. Et malgré tout, la réaction de Maureen, c'est de rejeter Jim en lui disant oui mais moi je suis la plus grande danseuse de l'American Ballet Academy, toi t'es qui, t'es personne, elle lui dit, et puis elle se casse. Elle sait qu'elle en souffre de toute cette situation, elle sait que le seul avantage qu'elle a, c'est le prestige. Mais malgré tout, le prestige c'est très difficile à abandonner parce qu'on a l'impression que quand on est reconnu pour quelque chose, si on arrête ce quelque chose, on va arrêter d'être reconnu et les gens ne nous aimeront plus. Le problème c'est que si on est reconnu pour quelque chose qu'on n'aime pas, on est pris en otage par cette reconnaissance. C'est-à-dire que ce prestige ne nous apporte pas le bonheur et malgré tout, on ne veut pas s'en détacher. Et vraiment, le fait de devenir maître de ses désirs, c'est super important parce que du coup, quand on devient maître de ses désirs, on arrive à identifier ce qu'on aime réellement, ce qui nous fait réellement du bien, et du coup on comprend ce qu'il faut garder dans notre vie et ce qu'il faut dégager. Et là, ce prestige-là lui est inutile à Maureen et elle ferait mieux de le dégager. Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle a peur que si elle arrête de se faire vomir, elle prenne du poids et du coup elle soit moins bonne en danse et du coup elle n'ait plus autant de prestige et que du coup Jim Gordon se désintéresse d'elle. C'est pour ça qu'elle revient plus tard en lui demandant t'es tombé amoureux de moi parce que je suis danseuse classique ou pour ce que je suis vraiment. Et là sa réaction à Jim Gordon, il dit rien du tout, il la prend dans ses bras, ce qui est beaucoup plus parlant qu'un long discours qu'il aurait pu lui faire quoi. Et face à la même situation à la fin du film, la mère de Maureen, à la place de comprendre le malaise de sa fille, de comprendre son malheur et du coup de la réconforter, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, la mère, elle s'enferme en se disant en gros, oui ben mon rêve de danseuse classique, il s'éteint. À la place de la consoler, de faire comme Jim Gordon a fait en montrant qu'il se soucie d'elle, elle se soucie absolument pas de sa fille. Ce qu'elle se soucie, c'était de son rêve perdu de quand elle était jeune fille. Et c'est là qu'on voit que la relation avec Jim Gordon est une relation qui est bénéfique à Maureen, là où la relation avec sa mère est toxique. Et la relation avec la danse en général est toxique pour Maureen. Et du coup, à la fin, Maureen devient maîtresse de ses désirs parce qu'elle continue de sortir avec Jim Gordon et qu'elle arrête la danse classique pour aller dans une université normale, pas en sport-études, où elle a une vie sociale, on le voit dans le générique de fin, et que du coup, elle paraît bien plus heureuse. Et par rapport au fait que la mère de Maureen la pousse, etc., en se désintéressant de ce qu'elle veut vraiment, Maureen, je vais en profiter pour en parler, selon moi, des 4 raisons qui font qu'on a des enfants. Il y a 4 choses qui peuvent pousser les gens à avoir des enfants. La première chose, c'est l'accident. Voilà, on ne veut pas forcément d'enfant, la fille tombe enceinte et du coup le bébé est gardé. La deuxième raison, c'est un désir de reboot, c'est-à-dire que un désir de recommencer. Notre vie, évidemment, c'est pas une suite de réussite, il y a des échecs, et comme dit Homer Simpson, il dit « J'ai appris que la vie c'était rien qu'une suite d'échecs jusqu'à ce que j'en arrive à souhaiter la mort de Flanders. » Donc bref, tout ça pour dire que la vie, on a tous des regrets. Il y a tous des choses sur lesquelles on a envie de revenir et de se dire ça j'aurais aimé le faire autrement, etc. Et quand on a accumulé beaucoup de regrets, on se dit ben moi si j'avais des enfants, ben, je les laisserais faire ça. Et ben moi si j'avais des enfants, ben, je leur payerais le vélo que j'ai pas eu quand j'étais petite. Et puis moi, quand j'aurais des enfants, et ben, vu que j'ai pas pu faire le sport que je voulais faire parce que mes parents ils voulaient pas, et ben du coup ben, moi je les mettrais à ce sport, etc. Donc ce désir de reboot fait qu'on peut souhaiter avoir des enfants et faire en sorte qu'on ait des enfants. Le troisième truc, c'est qu'on est en total manque d'affection, c'est-à-dire que on arrive à un moment donné où socialement notre vie c'est éparpillé, tout le monde est parti dans son coin, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve très seul, on se sent très seul et on se dit que en ayant un enfant, et du coup ça va être notre réserve d'amour, c'est-à-dire qu'on va aimer notre enfant et cet enfant surtout
toute son enfance va nous donner de l'amour. Donc le manque d'affection peut faire qu'on ait un enfant, c'est la troisième raison. Et la quatrième raison, c'est un peu un fourre-tout, c'est des raisons socio-économiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un enfant parce que on a envie de garder l'homme avec qui on est. Elle n'imagine pas sa vie autrement qu'avec la personne avec qui elle est, parce que la personne avec qui elle est a un certain confort de vie et lui offre un certain confort de vie qu'elle perdrait totalement si cette personne venait à quitter la fille. Du coup, le fait d'avoir un enfant, ça revient à s'assurer de rester avec la personne, ou en tout cas, si on se barre, que la personne doive continuer à nous entretenir. Le fait d'avoir un enfant avec quelqu'un de connu, c'est quelque chose de prestigieux, qui symboliquement nous lie à la personne connue. Donc voilà, donc tous ces trucs socio-économiques qui poussent à avoir des enfants. Sur ces 4 raisons d'avoir des enfants, il y en a 3 qui sont mauvaises. C'est-à-dire que le désir de reboot, c'est ce qui se passe dans ce film-là, c'est-à-dire que la mère n'a pas pu avoir la carrière de danseuse qu'elle avait voulu, du coup, elle a sa fille, et du coup, elle vit par procuration à travers sa fille. Mais sa fille, c'est pas ça qu'elle a envie de faire, et du coup, elle bousille la vie de sa fille. Donc ça, c'est pas une bonne raison d'avoir des enfants. La deuxième raison d'avoir des enfants, qui est le manque d'affection, c'est toujours une mauvaise raison. Il faut pas être dépendant de ses enfants, parce qu'à un moment donné, quand viendra le moment pour les enfants de devenir indépendants, ils auront probablement des scrupules à vous laisser derrière. Parce que du coup ça revient à vous abandonner, c'est un peu comme dans The Big Bang Theory avec Howard qui a envie de partir de la maison pour vivre avec sa femme, et de l'autre côté il y a sa mère, où il abandonne sa mère, parce que sa mère, toute sa vie affective, c'est son fils. Du coup là aussi il y a quelque chose de malsain. Et le troisième truc, c'est même pas la peine de le dire, c'est over malsain, c'est-à-dire que quand on veut avoir un enfant pour des raisons qui sont tout autres que l'enfant, qui sont donc socio-économiques, là c'est le pire. Donc la seule bonne raison d'avoir des enfants, c'est l'accident. Mais j'ai dit 4, c'est 5 en réalité. La cinquième raison, c'est le côté horloge biologique, c'est de se dire oui mais tous mes amis ont des enfants en ce moment, il faut que j'ai des enfants. Bien que cette raison soit reliée aussi au fait que les amis aient des enfants, du coup ils ont leur vie à eux, du coup on est moins avec eux, et du coup on manque d'affection, et du coup on fait un enfant pour recréer une vie sociale. C'est-à-dire que quand on n'a plus vraiment de vie sociale, on va recréer un nouveau noyau de vie sociale que sera la famille. Donc voilà, donc ça c'est les 5 raisons, et sur ces 5 raisons, il n'y en a qu'une seule qui est valable, qui est l'accident. Après, quand on a un enfant, c'est pas qu'une seule raison, c'est probablement toutes les raisons à des degrés différents. Mais bon voilà, ça c'était pour l'aparté, j'aurais probablement pas eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, donc j'en profite, parce que c'est un peu dans le sujet là. Et enfin, le 4e personnage qui devient maîtresse de ses désirs, c'est Emily, qui elle, on le voit bien, elle aime bien manger, du coup elle prend du poids. Emily elle aime la danse, mais elle aime aussi autre chose. Ces choses-là que sont la bouffe qui vient parasiter sa carrière de danseuse. Mais le truc c'est qu'au bout d'un moment elle aime plus ça danser, on lui fait des réflexions en lui disant tu devrais aller voir la nutritionniste, elle te donnera de très bons conseils. Elle se fait convoquer chez Jonathan qui lui dit qu'elle respecte pas son corps, etc. Du coup elle préfère arrêter la danse classique à ce niveau-là, elle continuera probablement de danser en dehors de l'American Ballet Company. Elle dit pas non à tout ce qu'elle aime dans la vie pour un seul truc qu'elle aime. Donc elle devient maîtresse de ses désirs. Et au moment où elle part de l'académie, il y a sa mère qui est là, qui est venue la chercher. Et sa mère la soutient, contrairement à la mère de Maureen qui la soutenait absolument pas. Donc là on voit une mère qui se soucie de l'intérêt de sa fille, comme Jim Gordon se soucie de l'intérêt de Maureen, là où la mère de Maureen ne se soucie pas de l'intérêt de sa fille. Parce qu'elle, elle a eu son enfant par désir de reboot. Donc voilà, donc à travers ces 4 personnages, on développe l'idée de l'importance d'être maître de ses désirs, de comprendre ce qui nous fait réellement du bien, de comprendre ce qu'on aime réellement, et pas de se consacrer à des plaisirs qui passent par le regard des autres, comme le prestige par exemple, j'en parlais, quitte à ce que ça nous rende malheureux en amont. Il faut réellement identifier la base de ses désirs, comprendre réellement ce qui nous fait plaisir, réellement ce qui nous procure du bonheur, et dégager de notre vie, ou relativiser en tout cas, tout ce qui est satisfaction, c'est-à-dire du plaisir au second degré. Donc voilà, donc pour ça je trouve que c'est un film qui est super important, et j'ai jamais vu un film qui le montrait autant. Je vais dire 2-3 blagues que j'ai bien aimées, et ensuite je terminerai par une histoire qui illustre un petit peu le fait d'être maître de ses désirs. Un des moments marrants, c'est le moment où ils sortent en boîte et qu'il y a Sergei qui essaye de draguer en boîte. Il va voir des filles et disent vous venez d'où? Et les filles lui répondent du New Jersey. Et lui fait moi je viens de Russie moi. Et les filles elles disent pourquoi vous êtes là du coup? Et il y a Sergei qui dit bah je suis danseur classique. Et là elles se foutent de lui. Du coup après il va voir une femme qui est plus vieille que lui, et elle lui demande et qu'est-ce que vous faites du coup à New York? Et là à la place de répondre je suis danseur classique, prend son verre, il le vide, et puis il la regarde, il s'approche, et il fait mafia. Et du coup après, il danse avec elle, etc. Et la danse elle est mortelle, Sergei il fait n'importe quoi, il danse n'importe comment. On le voit qu'il hyper droit, hyper élégant quand il fait du classique, et là il danse n'importe comment, et franchement c'est trop marrant. Ensuite dans les trucs marrants, il y a Emily. Emily je trouve qu'elle est super marrante, quand on la voit, elle fait hyper espiègle. On a l'impression quand elle sourit qu'elle prépare un mauvais coup, on sait pas vraiment à quoi elle pense. Et c'est marrant, la première fois que Jim Gordon drague Maureen, il y a Emily qui est dans le coin, et il y a Jim Gordon qui dit en gros qu'il connaît pas le nom de famille de Maureen, donc il parle. Et à la fin de la conversation, quand Maureen commence à partir,
il y a Emily qui fait Cummings. Il y a Jim Gordon qui fait quoi? Son nom de famille c'est Cummings. Et puis elle se pète de rire et puis elle part avec les autres. Ça, je trouve ça marrant. Et la fois suivante où ils se voient, il y a Emily, Maureen et Anna qui sortent de l'American Ballet Company. Il y a Jim Gordon qui les attendait. Et Jim Gordon dit ouais ça va les filles, vous allez bien et tout. Et il y a Emily qui fait une espèce de bien. Ça va? Bien. Elle montre qu'elle rigole de la situation et qu'elle est morte de rire intérieurement de ce qui est en train de se passer, quoi. Maureen qui est hyper gênée de se faire draguer. Elle fait Emily, elle fait super respect comme ça et franchement je trouve qu'on la voit pas assez dans le film. Et un autre truc aussi qui est marrant et à la fois complètement dramatique. Enfin dramatique, j'exagère, mais Maureen elle sort avec Jim Gordon et puis là il y a un mec dans le groupe qui raconte une blague. Et cette blague c'est une blague de sexe. Et Maureen l'entend, elle rigole, etc. Et puis une des scènes qui suit, on voit un gros plan de la tête à Maureen qui commence à raconter sa blague. Alors du coup c'est un éléphant qui est dans la jungle, etc. Machin. Et puis là on a le contre-champ et on se rend compte qu'elle raconte à sa mère. Et à ce moment-là on se dit mais non, raconte pas ça, c'est ta mère, tu vas pas lui raconter une blague sexuelle à ta mère, c'est ta mère quoi. Et non, elle continue à raconter sa blague et heureusement sa mère la coupe, etc. Mais elle finit quand même par raconter la blague. Mais du coup ce truc de réal, si on avait vu qu'elle parlait à sa mère avant qu'elle commence à raconter la blague, ça aurait pas été pareil. Là on voit qu'elle commence à raconter la blague, on connaît la blague parce qu'on l'a déjà entendu, et la contre-champ et on se rend compte qu'elle raconte à sa mère. Et voilà, on se dit mais Maureen, mais t'es un grain, fais pas ça franchement. Les moments marrants il y en a plein, j'aurais pu faire une liste beaucoup plus longue, mais comme c'est de l'humour qui est très subtil, il aurait fallu que je monte des images, que j'explique, etc. pour comprendre, parce que si j'en parle juste comme ça ferait pas rigolo quoi. Donc voilà, donc je vais conclure sur une histoire que j'avais écrite il y a quelques années. J'avais voulu l'écrire sur une fable, le problème c'est que je n'ai aucun talent littéraire, ce qui fait que, à vouloir écrire une fable qui rime, etc., j'ai même pas réussi à trouver une seule rime. Ou alors, pour faire rimer les trucs, il fallait que j'en modifie les sens. Du coup, je l'ai pas écrit, donc je vais pas la lire, je vais la raconter à la place. Cette histoire, c'est l'histoire de une grosse dame, une très grosse dame, qui vit dans une tour, et elle est seule, elle peut pas sortir dans la rue, parce que dès qu'elle sort, les gens la regardent mal, elle se moquent d'elle, et même elle sent le poids du regard, etc., à cause du fait qu'elle est très grosse. Du coup, cette grosse dame, un jour, elle se dit « Je sais ce que je vais faire, je vais me fixer un objectif. » Elle va chez un tatoueur et elle se fait tatouer sur le bras une femme mince. Et elle se dit « Voilà, mon objectif, je vais perdre du poids jusqu'à ce que je ressemble à la femme de mon tatouage. » Elle perd du poids, elle perd du poids, elle perd du poids. Le problème, c'est que plus elle perd du poids et plus la femme tatouée sur son bras, vu que son bras diminue, et bien du coup, le tatouage s'amaigrit aussi, s'amaigrit. Et elle continue à perdre du poids, si bien qu'un jour, elle devient mince. Les gens la regardent bien, etc. Elle sent plus tout le poids du regard, etc. Mais elle est focalisée sur son objectif. Et comme la femme est toujours plus mince qu'elle, elle continue à perdre du poids, jusqu'à ce qu'elle devienne ultra maigre, ultra anorexique. Ce qui fait que les gens, finalement, se remettent à mal la regarder. De nouveau, elle subit le poids du jugement, etc. Et au final, elle a poursuivi son objectif et quart d'heure. Le problème, c'est qu'elle a oublié les raisons pour lesquelles elle s'est fixé son objectif. Et la raison pour laquelle elle s'est fixé cet objectif, c'est pour éviter de subir le poids du regard et pouvoir sortir normalement, avoir une vie sociale, etc. sans se sentir autre. Et à un moment, elle est devenue comme ça, c'est-à-dire qu'on a arrêté de mal la regarder, etc. Mais comme elle continue à poursuivre son objectif, en oubliant les raisons pour lesquelles elle s'était fixé son objectif, elle a continué à perdre du poids et du coup, elle s'est éloignée de ses intentions de base en devenant anorexique et du coup en subissant de nouveau le poids des regards des gens. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il est très important de devenir maître de ses désirs, de savoir réellement ce qu'on veut, les choses qui nous font du bien à nous, réellement, profondément, et de relativiser tout le reste, c'est-à-dire les plaisirs secondaires, c'est-à-dire la satisfaction, et que si jamais vous fixez des objectifs pour atteindre le bonheur, n'oubliez jamais la raison pour laquelle vous êtes fixé cet objectif, parce que sinon vous pourrez arriver à devenir malheureux en suivant aveuglément votre objectif, en oubliant les raisons pour lesquelles vous étiez fixé cet objectif. Donc voilà, en espérant que j'ai pas été trop long ni trop confus. La prochaine vidéo sera probablement sur Suicide Squad, sauf si le film est vraiment trop mauvais. Là je ferai pas de vidéo, mais j'espère qu'il sera bon, et voilà, à plus.